Ils sont des milliers à avoir pris la fuite après le 8 décembre 2024. Ces hommes, qui ont contribué à bâtir l'un des régimes les plus brutaux et redoutés au monde, la Syrie de Bachar el-Assad. Nous avons recensé plusieurs dizaines de ces responsables pour tenter de comprendre comment ils ont quitté la Syrie et où ils vivent aujourd'hui. Pour y parvenir, il a fallu authentifier photos et vidéos, rencontrer des hommes de l'ancien régime et croiser leurs témoignages, et évidemment solliciter l'avis d'experts. أنا شخصياً أعددت قائمة ب1000 شخصية. عن جد أنا حطيت القائمة وعم حاول إني راجع مين التقط مين ما التقط مين كذا. صدقيني أقل من 30 أو 40 شخص كانوا موجودين بهالقائمة. وين الباقي؟ هون يعني هذا السؤال. Nombreux d'entre eux sont aujourd'hui à Moscou, d'autres en Iran, aux Émirats arabes unis, à Oman ou encore au Liban. Dans ce nouveau décryptage, on vous dit tout ce que l'on sait sur la fuite des hommes de Bachar el-Assad. « 7 décembre 2024. La nuit tombe sur Damas. En l'espace de 10 jours seulement, les forces de Hayat Tahrir el-Sham ont déjà pris le contrôle de Alep, de Hama et de Homs. Seule la capitale syrienne reste encore sous contrôle du régime. Au palais présidentiel, l'heure est donc grave. Après un voyage à Moscou et plusieurs appels diplomatiques qui n'ont presque rien donné, Bachar el-Assad convoque une trentaine de chefs militaires et de la sécurité pour tenter de rassurer ses troupes. Personne ne le sait encore, mais ce sont alors les dernières heures du régime syrien. Selon une source proche du pouvoir ainsi que des membres de l'ancien régime à qui nous avons pu parler, Bachar el-Assad quitte le palais présidentiel à 23h ce soir-là. Il est accompagné de ses deux fils, Hafez et Karim, mais également du ministre aux Affaires présidentielles. Et ils sont alors accompagnés par l'attaché militaire russe. Ensemble, ils prennent la direction de l'aéroport de Damas, où un avion militaire les attend. À minuit 30, ils quittent alors la capitale pour la base russe de Hememim. Bachar el-Assad n'y restera que quelques heures seulement. Vers 3h30, un autre avion l'exfiltrera pour Moscou. بقي في القاعدة فترة عدة ساعات حتى تم تأمين الطائرة وتجهيزها وتأمين إقلاعها أيضا ويعني طيرانها بأمان إلى موسكو. كل هذا وأقرب المقربين له نعم كانت مؤمنة من قبل الطرف الروسي. Dans un communiqué attribué au président déchu, publié une semaine après la chute du régime, on peut ainsi lire: Mon départ de Syrie n'était ni prévu, ni ne s'est déroulé durant les dernières heures des combats, comme certains l'ont affirmé. À mon arrivée à la base aérienne de Hmeimim ce matin-là, il est devenu clair que nos forces étaient complètement retirées de toutes les lignes de bataille et que les dernières positions de l'armée étaient tombées. Alors que la situation sur le terrain continuait de se détériorer, la base militaire russe elle-même a subi des attaques de drones de plus en plus intenses. Sans aucun moyen viable de quitter la base, Moscou a demandé au commandement de la base d'organiser une évacuation immédiate vers la Russie le soir du dimanche 8 décembre. Il n'est pas clair aujourd'hui si Maher el-Assad, le jeune frère de Bachar, faisait partie de ce groupe exfiltré par les Russes. À la tête de la 4e division, il est accusé d'avoir dirigé des répressions brutales et, selon l'ONU et Washington, d'avoir supervisé une partie du trafic de Captagon en Syrie. Certains contacts nous ont affirmé qu'il avait bien rejoint son frère cette nuit-là à Damas. Mais d'autres sources soutiennent au contraire qu'il aurait pris la fuite par ses propres moyens. À ce stade, nous n'avons pas pu confirmer l'une ou l'autre des deux versions. Une chose est sûre en revanche, Maher el-Assad a bien rejoint Moscou, comme le prouve cette vidéo publiée en juin 2025 sur les réseaux sociaux. Nous avons pu l'authentifier grâce à plusieurs éléments croisés, qui nous permettent d'affirmer qu'elle a été enregistrée dans un bar à chicha, dans ce quartier à Moscou. Mais revenons à cette nuit du 7 au 8 décembre 2024. Bachar el-Assad est en train de quitter la Syrie et la nouvelle commence à se savoir. Les hauts responsables syriens le savent, il faut qu'ils organisent leur propre fuite et très rapidement.
Au petit matin, les forces d'Ahmed al-Shara entrent dans la capitale et s'emparent des institutions. هذا قصر ماهر يا جماعة هون بيقعد يتفرج على الأفلام هاي المكتب. Certains responsables, prévenus assez tôt du départ de Bachar al-Assad, parviennent à rejoindre l'aéroport avant leur entrée dans la ville. Une enquête du New York Times révèle ainsi que le directeur du renseignement de l'armée de l'air, Kahtan Khalil, aurait coordonné cette nuit-là l'exfiltration de hauts responsables à bord d'un jet privé Yak-40. L'homme est notamment connu pour son rôle dans les massacres de Daraya en 2012, au cours desquels des centaines de civils ont été tués et qui lui a valu le surnom du boucher de Daraya. Ce 8 décembre 2024, il se serait notamment enfui avec Ali Abbas et Ali Ayoub, deux anciens ministres de la Défense, ainsi qu'Abdul Karim Ibrahim, le chef d'état-major militaire. Voici les images satellites de l'aéroport de Damas de fin novembre 2024, fournies par Planet Lab. Deux Yak-40 sont bien visibles sur le tarmac. Mais l'un d'eux va subitement disparaître le 8 décembre, avant d'être de nouveau visible quelques heures plus tard, ici, sur la base russe de Hememim. Dans l'enquête du New York Times, on peut ainsi lire. Les passagers entassés dans l'avion paniquaient, se souvient l'ancien fonctionnaire du palais. Le vol ne dure que 30 minutes, a-t-il dit. Mais ce soir-là, on avait l'impression de voler une éternité. Le média américain révèle également qu'Ali Mamlouk, pilier historique du régime et de son système sécuritaire, se serait quant à lui réfugié à l'ambassade de Russie cette nuit du 7 au 8 décembre 2024. Cette figure centrale du pouvoir syrien est notamment visée par un mandat d'arrêt international émis par la France en 2018. En mai 2024, la Cour d'assises de Paris le condamne même par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais quelques mois après ce jugement, Ali Mamlouk est toujours libre, en Syrie, et il cherche désormais à fuir. Depuis l'ambassade de Russie, il est exfiltré par un convoi, là encore vers la base de Hememim, avant de rejoindre Moscou. هلا اكيد المأكد منه انه في على الاقل 500 شخصية سورية بارزة ايام النظام البائد من ضباط ومسؤولين موجودين في روسيا، هذا مؤكد. Selon nos sources, ces exfiltrations organisées par les Russes n'ont toutefois concerné que les plus hauts responsables du régime. Les autres, non moins impliqués dans les structures sécuritaires de l'État, ont dû rejoindre d'autres destinations avec leurs propres moyens. Nombre d'entre eux ont ainsi mis en place leur propre route d'évacuation, tirant parti du chaos ambiant. Certains ont pu gagner l'Irak, d'autres le Liban, avant de disparaître à nouveau vers d'autres destinations. C'est le cas par exemple de Bousseina Shaaban, conseillère en communication de Bachar al-Assad, l'une des grandes figures publiques du régime. Voici une photo d'elle, prise à l'aéroport de Dubaï en décembre 2024. بوسينة شعبان دخلت إلى لبنان بطريقة شرعية وكانت دائما تدخل إلى لبنان لمراجعة طبيبها وغادرت عبر مطار رفيق الحريري الدولي عبر مطار بيروت إلى دبي. Le ministre libanais de l'Intérieur de l'époque confirmait également que l'épouse et le fils de Maher el-Assad avaient eux aussi quitté le pays via l'aéroport de Beyrouth. Même stratégie enfin pour Rifat el-Assad, l'oncle de Bachar, poursuivi notamment en Suisse pour crimes de guerre pour son rôle dans les répressions de Hama en 1982. Selon Reuters, il aurait lui aussi pris un vol de Beyrouth pour Dubaï. اللي نحن متأكدين منه انه في لبنان هنالك المئات، لن اقول عشرات، المئات من ضباط وصف الضباط والعناصر اللي هن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحالة حقوق الإنسان في سوريا، صنفت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موجودين في لبنان تحت حماية ميليشيات حزب الله. هدول اللي لا روسيا أخذتهم ولا إيران أخذتهم فلجأوا إلى لبنان.
Parmi eux, Bassam el-Hassan. L'homme est considéré comme l'un des plus proches conseillers de Bachar el-Assad. Il est également connu pour avoir supervisé le centre de détention d'Austin Tice, un journaliste américain enlevé en Syrie en 2012. Le 8 décembre 2024, il aurait quitté Damas dans un convoi de 3 voitures avec sa famille, en direction de Homs. Sur place, il aurait alors brièvement été arrêté à un checkpoint, sans être reconnu. Le convoi a ainsi pu poursuivre sa route pour le Liban, d'où il aurait finalement gagné l'Iran. Mais de là, il serait alors revenu au Liban, dans le cadre d'un accord passé avec les Américains en échange d'informations. En octobre, le média CNN l'a ainsi filmé en caméra cachée dans la capitale libanaise. Mais selon une source sécuritaire libanaise, sa trace aurait alors disparu juste après cette interview. Aujourd'hui, on ignore si Bassam el-Hassan est encore dans le pays. Évidemment, leur présence pose un problème aux autorités de ces pays. Que faut-il faire d'eux? À Moscou, c'était assez clair, la famille El-Assad a reçu l'asile politique. Mais par exemple, au Liban, cela paraît très improbable pour les hauts responsables ici. D'abord parce qu'il n'existe aucun cadre légal pour l'accorder, et d'autre part parce que le dossier est extrêmement sensible politiquement. En décembre dernier, 70 officiers et soldats syriens, entrés illégalement sur le territoire libanais et retrouvés dans un camion HBL, ont ainsi été expulsés. Mais ils ne représentent qu'une fraction seulement des centaines d'autres qui pourraient se trouver dans le pays. Problème pour l'heure, Damas ne semble pas davantage réclamer l'extradition de ses anciens hauts responsables, malgré les promesses faites par les nouvelles autorités début 2025. سنركز في الفترة القادمة على رسم أولوياتنا ضمن الآتي: تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبأوا داخل البلاد أو فروا خارجها عبر عدالة انتقالية حقيقية. اليوم نحن بسوريا أحد العوائق الرئيسية لموضوع بدء مسار العدالة الانتقالية بسوريا أنه قانون العقوبات السوري لا يجرم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي اليوم وفق القاعدة الفقهية اللي بتقول لا عقوبة بدون نص، اليوم كيف نحن نعاقب أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا بالأصل قانون العقوبات السوري لا يعرف تلك الجرائم. Retrouver ces responsables et les traduire en justice. Voilà pourtant la revendication de millions de Syriens, toujours en quête de vérité et de réparation. Si le pays est parvenu à se libérer d'un demi-siècle de dictature en décembre dernier, les plaies laissées par des années de répression et de violence restent profondément ouvertes. Et tandis que les hauts responsables du régime syrien poursuivent leur vie à l'étranger, loin des tribunaux, le sentiment d'impunité, lui, ne cesse de perdurer dans le pays.